Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Géraldine Dabrigeon, la directrice conservatrice du site Le Corbusier. On est ravis que l'école d'architecture de Saint-Étienne nous accueille ce soir. Alors, c'est pas moi qui vais faire la conférence, c'est Dimitri. C'est un partenariat qu'on a avec l'école et c'était important pour nous de pouvoir faire cette conférence ici. D'une part pour toucher bien sûr l'ensemble des étudiants de l'école et puis permettre aussi aux personnes extérieures de rencontrer Dimitri, avec qui on a travaillé sur l'exposition Le sport dans la ville de demain, on va dire, on va résumer ainsi, et vous présenter un petit peu comment on s'est posé toutes ces questions suite aussi à plusieurs constats, entre guillemets, constats aussi post-Covid, où on s'est posé la question de savoir si le sport, et en particulier le sport de loisir, était toujours pratiqué de la même façon. On nous a souvent dit dans les médias que la ville était un gymnase ouvert, donc ça nous avait interpellés, ça c'était le premier point. Et puis deuxième point, face aux enjeux en particulier financiers, mais aussi environnementaux, surtout on s'est posé la question de se dire est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre encore d'avoir des grosses infrastructures quand on voit l'arrivée des Jeux Olympiques par exemple. Donc comment on traite tout ça, comment finalement le sport se dessine dans la ville et comment il se traduit en architecture aujourd'hui, demain, mais aussi avant, puisque quand on est sur le site de Le Corbusier, on peut découvrir encore le centre de récréation du corps et de l'esprit avec le stade et la piscine. On a lancé un appel à candidature suite à ce projet-là, le sport dans la ville de demain, et on a eu plusieurs candidats, et on a retenu l'agence de Dimitri Roussel à plusieurs titres. D'une part parce que son projet nous a plu, était intéressant, répondait à l'ensemble des questions qu'on souhaitait, on va dire, ouvrir au public. Et puis, il avait en plus un pédigré, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était aussi ancien étudiant de l'école de Saint-Étienne, né à Firminy, et en plus basketteur professionnel. Donc en fait, il cochait toutes les cases. Et c'était très intéressant pour nous d'avoir aussi à la fois la vision d'un professionnel du sport et à la fois la vision d'un architecte. Et d'avoir les deux corrélations, c'est assez rare. Et donc ça aussi, ça nous a convaincus. D'où l'intérêt de cette conférence ce soir. Donc je leur remercie d'être là. Je remercie encore l'école d'archi, Cédric et ses équipes de nous accueillir. Je remercie aussi Robert qui nous a soutenus sur ce projet, puisque nous, on est portés par l'Office et on a pu mettre en œuvre cette exposition. Et donc je te laisse la parole. Et je vous remercie d'être là ce soir. Voilà. Merci. C'est un vrai plaisir d'être ici devant vous. Donc oui, en effet, j'ai été basketteur professionnel et pas n'importe où, ici à Saint-Étienne. Donc j'ai porté le maillot vert, mais celui des basketteurs. Et du coup, voilà, j'ai un attachement particulier à cette ville. Et donc faire cette expo sur des thèmes qui me tiennent cher nous a beaucoup inspiré. Donc là, je vais vous présenter l'expo rapidement, en 20 minutes. Et puis après, je vais vous présenter 10 projets de l'agence qui traitent cette question du sport dans la ville. Vous allez le voir avec différents formats. Souvent dans le sport, on est amené à travailler différentes échelles. Et je vais essayer d'être... ça va être assez dense, il y a beaucoup d'informations, mais j'aimerais bien garder un temps si vous avez des questions et échanger. Donc moi, j'ai fondé une agence qui s'appelle Dream il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. On va dire, on a tous nos projets, quels qu'ils soient, on les travaille à travers 2 axes. On essaye d'être un peu dans une position radicale, révolution par rapport à l'écologie environnementale et l'écologie sociale. Tous les projets qu'on fait, on essaye de se dire que sur ces 2 questions, qui sont fondamentales pour moi dans la société d'aujourd'hui et dans le rôle de l'architecte, est-ce qu'on amène des idées, est-ce qu'on challenge le sujet ? Donc, par rapport à l'écologie environnementale, on va dire qu'aujourd'hui, on a des agences spécialisées dans la construction bois. Ce n'est pas le seul moyen, mais la structure bois est un des meilleurs leviers pour faire entrer la ville dans une démarche durable. Et donc, on a beaucoup de projets un peu partout en France et aussi à Saint-Étienne en structure bois. Comme je vous le disais, j'ai une première vie de basketteur avant celle d'architecte. Et du coup, j'étais en centre de formation à Roanne. Depuis, je suis parti de chez moi à 13 ans. Voilà, j'ai grandi un peu dans cet univers, basket français mais aussi américain, la NBA. Et finalement, mes 2 carrières j'ai été professionnel jeune à 18 ans, puis en semi-pro jusqu'à 30 ans. Et 30 ans, c'est l'âge où j'ai entrepris en architecture. Donc ça s'est un peu enchaîné. Quand j'ai finalement arrêté le basket, on va dire, de haut niveau, j'avais envie de le retrouver dans mon métier.
Sauf que moi, je suis stéphanois, j'ai grandi à Moreno. L'entrepreneuriat, je veux dire, j'ai jamais eu accès à la commande facilement et du coup, il fallait un peu se réinventer. Ça, j'ai mis cette image parce que c'est le terrain pour moi qui m'a toujours fait rêver. C'est un d'entraînement d'une franchise NBA à New York, à Brooklyn, où on voit voilà, un terrain sportif, basket, au cœur de la ville. Et donc vous verrez ensuite comment ce terrain m'a motivé pour l'aspect. Du coup, comme je le disais, je vais commencer par ce programme. Donc Fermini, pardon, ça c'est un petit hop. Donc on a été invité par le site Le Corbusier donc, sur cette thématique. Et c'est vrai qu'il faut bien que vous ayez conscience, j'espère que vous êtes tous allés 3-4 fois déjà, mais on a ici à côté de chez nous comment dire, un site remarquable en ce qui concerne la question du sport dans la ville. Je pense que Le Corbusier a été quelqu'un qui a beaucoup pensé ce sujet. Et Fermini, l'air de rien, c'est un de ces sites où il a pu le plus le matérialiser. Donc, entre à la fois la culture, le culte et le sport, on a ici quelque chose d'assez unique dans la vision, on va dire, de la ville moderne. Donc je tenais aussi à dire que c'était important cette expo parce qu'on l'avait fait un peu avec vous. Il y a 10 étudiants de l'école d'archi. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, je ne reconnais pas, mais donc, et c'était une expo très ambitieuse et heureusement qu'on vous a eu à nos côtés pour construire. Donc, on vous a eu plusieurs semaines. Une d'entre vous est venue à Paris, même pour les maquettes. Donc, c'était vraiment un projet voilà, que j'ai pu aussi faire avec mon école qui m'a beaucoup fait plaisir. Donc sur l'exposition, en fait, elle se compose en 7 thématiques. On va se balader un peu à travers les thématiques. Donc il y a 6 salles, pardon, dans le site Le Corbusier. Donc on a décliné un peu 6 thématiques pour balayer un peu ces questions. Donc on a d'abord essayé de comprendre le site, de le dessiner. C'est un site, c'est pas rien pour un architecte de faire une scénographie dans un site Le Corbusier. Donc, on a pris beaucoup de temps pour comprendre ces espaces. C'est aussi intéressant parce qu'on est sur un site classé, donc on ne peut pas percer, fixer. Donc, on a dû vraiment comprendre un peu l'architecture. Donc, ça a passé par le redessin. Je m'en souviens de mes premières années aussi. C'est comme ça qu'on apprend, même en étant professionnel. Et donc il y a eu ce premier temps de redessiner. Mais la première idée qu'on a eue, c'était Fermini, c'est quoi le site Le Corbusier, c'est à Fermini-Vert, c'est un quartier populaire, c'est un lieu culturel. On sait que dans cet enjeu d'écologie sociale, souvent c'est des gens qui ont du mal à franchir les portes d'un musée. Donc on a fait un totem. Je ne sais pas si vous le voyez, on voulait déjà sortir l'exposition en dehors pour inciter, créer une itération en tout cas avec déjà les habitants du quartier, les futurs visiteurs. Et donc on a construit un totem. Ce totem, on l'a fait évidemment en structure bois, notre spécialité. Donc on a travaillé avec du bois français, une industrie française. Et j'avais retrouvé des images d'archives où on connaît tous le modular moulé dans les murs en béton de Le Corbusier, mais pour les mouler, il faut. Et donc tous ces moules, en fait, étaient c'était des mannequins en bois. Donc finalement, il y avait aussi un parallèle qu'on a pu faire. Donc ce totem, c'est une vraie sculpture. On a travaillé avec un des meilleurs ingénieurs français, même il est canadien, donc parce que c'est une installation extérieure, c'est de sécurité. Donc il a tout modélisé pour les épaisseurs, s'assurer que ce soit un élément qui tienne. Donc on était content parce que c'était déjà un premier appel pour vraiment inciter les personnes et marquer la thématique de cette culture. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce modular qu'on a fait en basketteur, donc il fait plutôt 3 mètres de haut, ça questionne aussi tout de suite un peu le chiffre d'or, les proportions parfaites que sont censés incarner le modular de Le Corbusier, qu'il avait fait à peu près à sa taille. Là, on est plus sur du Wembayama, version grande taille. Et je trouve que voilà, il faut aussi être un peu critique par rapport à l'héritage. Et je pense que notamment ces questions de proportions parfaites, surtout quand on est dans le sport, on est toujours face à des personnes qui ont des profils très, très différents. Ça questionnait un peu ça aussi, ce module-là. Donc pour en revenir au Corbusier, c'est quand même quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien quand on aime la question du sport dans la ville. Alors après, sur ces formalisations, il ne faut pas toujours prendre à la lettre, mais en tout cas, c'est dans ces grandes thématiques, le
l'habiter, le travail, se récréer. Donc moi, j'inclus la question du sport quand il parle de se récréer. C'est s'aérer, c'est la question du sport santé. Ça fait partie des grandes 4 thématiques. Et c'est quelqu'un pour faire rapidement un peu d'histoire, qui a grandi dans les Alpes suisses, donc qui a toujours été un peu en contact avec le sport. Et quand il est arrivé à Paris en 1917, je pense il le décrit, d'ailleurs, il s'est senti un peu étouffé par la métropole et il a tout de suite, je pense que ça a beaucoup influé sa façon de voir les projets aussi, cette volonté de retrouver ces espaces sportifs. Et puis il est mort en faisant du sport, il ne faut pas l'oublier, il est mort en nageant au pied de son cabanon à Cap-Martin. Ça, c'est un auteur-portrait qu'il avait dessiné de lui, donc à quel point c'est une thématique qui fait sens dans ce site. Donc là, on rentre dans les 6 espaces qu'on a créés. Donc, on a créé une grande signalétique. Donc, ce qui était important pour nous, c'était voilà, par rapport à l'enjeu d'écologie environnementale, on fait une scénographie. La scénographie, c'est souvent des périodes courtes, c'est des matières. Donc, on s'est dit, on va essayer de maximiser le réemploi dans les matériaux qu'on utilise. Et donc, à la fois pour répondre à l'enjeu scénographique de l'installation qu'on produisait, tout ce que vous voyez, il y a toujours en tout cas un questionnement de... Donc ça, on a fait parce qu'on a une projection, donc on a fait un grand mur en balle de ping-pong, et l'idée c'était on a contacté des clubs partout en France qui nous ont envoyé des balles cassées, et donc avec les 10 étudiants, on a passé beaucoup de temps à reconstituer ce rideau scénographique. Donc elles sont... pas toutes, mais pour la plupart en balles de réemploi. Et aussi les panneaux de signalétique que vous voyez, on les a récupérés d'une ancienne expo qui était à Paris. Donc on les a récupérés, on les a un peu nettoyés et on a pu réimprimer dessus pour les utiliser. Donc je pense que c'est un enjeu. Il y a le réemploi, il faut vraiment le voir à toutes les échelles, en transitoire, en pérenne. Et c'était aussi un moyen pour nous de réfléchir à cette question. Donc on a travaillé avec des acteurs locaux. Donc pour accrocher, comme je vous le disais, dans cette église, c'est pas simple. Donc on a créé une structure qui vient pincer les poutres en béton, sans jamais évidemment les percer ou s'y attacher. Donc ça aussi, ça faisait partie de l'enjeu un peu architectural de cette scénographie, pour avoir un élément comme ça assez poétique qui met en scène un peu voilà, la balle de ping-pong. Et puis les sièges là que vous voyez, c'est l'association de l'ASS qui nous l'a prêté. Donc c'est des stades qu'il y avait à la Coupe du Monde 98. Je ne sais même pas si vous étiez né, mais en tout cas, voilà, c'était aussi un clin d'œil. Donc c'est une salle où on a fait une projection de diptyque. Et l'idée, c'était un peu parce que quand on parle du sport de la ville de demain, c'est bien de regarder déjà dans la ville d'hier. Et du coup, on a essayé de l'Antiquité à nos jours, un peu de mettre en résonance dans la pratique sociologique du sport, cette résonance. Donc déjà le site Le Corbusier. On voit ici des arènes grecques. On voit forcément qu'il y a une inspiration dans son architecture. Aussi intéressant, c'est les arènes à Rome, où on voit que finalement on coupe. Il y a une similitude très forte avec celle du Stade de France. Et donc on voit vraiment que finalement, de l'Antiquité à nos jours, il y a des choses assez fortes qui restent. Et pourtant, la notion de sport, ça date du 19e siècle, le mot. Donc finalement, c'est marrant comment finalement le concept sociologique est arrivé tard, mais qu'en fait, dans l'humanité, c'est quelque chose qui existe avec nous. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que, donc c'est dur peut-être quand on parle de gladiateurs de parler de sport, mais dans les recherches qu'on a fait, on a appris aussi que finalement c'est en réduisant la violence dans les moments de loisirs on est passé plutôt de spectacle de combat à du sport. Voilà, c'est au fil du temps, la violence s'est réduite et on est tendu discrètement vers le sport. Donc voilà, donc c'est une première salle où on met en résonance, ça c'est le circuit de Minneapolis, le plus grand du monde, mais on pouvait déjà accueillir, je crois, plus de 100 000 personnes dans l'hippodrome antique à Rome. Et puis donc du coup, donc ça c'est la question du sport-spectacle, c'est-à-dire voilà, comme divertissement. Et là, il y a aussi la question du sport-bien-être, sport-santé. Et donc on voit aussi, on a mis en résonance donc, les termes c'est en Hongrie, donc une photo de Martin Parr avec une représentation de 1880 des termes j'ai oublié leur nom, mais ils sont en Italie. Et alors, donc, ce qui est intéressant, donc, le Corbusier, lui, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il a apporté un peu dans cette histoire du sport. Donc, vous connaissez tous un peu ces unités d'habitation, donc celle de Marseille, où
où on voit en tout cas l'éducation s'aérer. Bon, il y a un petit bassin, mais donc la question, et en tout cas, ce qu'on a identifié chez lui, c'est qu'il aurait, on a redessiné, donc ça c'est un plan un peu qu'il avait fait, qui n'a pas été construit à gauche. C'est le premier à avoir amené dans la notion de la piscine la question du sport loisir. On avait souvent des bassins qui étaient plus pour le sport santé, donc depuis toujours dans les gymnases grecs, on voyait des bassins, mais ces formes un peu courbes. Euh, en tout cas, c'est la première fois qu'on le voit apparaître dans le dessin. Et aujourd'hui, on voit souvent d'ailleurs, ça c'est un équipement de Coulon, dans les piscines contemporaines, il y a toujours le bassin un peu réglementaire et le bassin ludique. Et de nos recherches, en tout cas, on pense que c'est Le Corbusier qui aurait pu créer ça pour la première fois. Donc ensuite, il y a la question, donc ça c'est la deuxième salle sur le sport dans l'espace. Donc ça c'est beaucoup porté par François-Emmanuel Vigneault, donc le chercheur avec qui on a travaillé sur l'exposition, qui a catégorisé tous les sports en trois catégories. Donc le sport de ligne, où il faut franchir un peu l'espace, donc tout ce qui est course. Le rectangle, où donc là c'est le sport de conquête, donc on doit conquérir une partie du rectangle opposé. Et ensuite le cercle, où là il faut sortir, un peu comme au sumo, son opposant du cercle. Et donc avec ces trois catégories, il arrive à réunir tous les 270 sports pratiqués en tout cas en Occident. Et donc nous, l'idée, c'était de créer un jeu un peu pour rendre ce discours scientifique un peu plus accessible. Donc on a créé du mobilier, donc toujours en CLT. L'idée, donc là, sur du mobilier neuf, c'était de maximiser la matière, voilà. Et donc voilà, je vous invite à aller voir cette exposition. Et si c'est question un peu technique, voilà, vous pouvez lire toujours les 7 bouquins de François-Emmanuel qu'il a écrits en 15 ans sur ces questions du sport qui sont intéressantes. Ensuite, on s'est intéressé à la question on en parlait pendant le Covid, c'est-à-dire quand la ville devient un espace de pratique sportive mais informel. C'est-à-dire que nous utilisons la ville sur des lieux qui ne sont pas forcément destinés. Donc là, on a fait une scénographie avec... on a récupéré du mobilier, notamment de la ville de Fermini. On a essayé de faire... on a tout peint en bleu pour faire une installation scénographique forte. Et du coup, c'est une thématique qui est intéressante. Donc on expose un travail, là, c'est Willy Dormer, un danseur qui, avec sa troupe... fait des performances dans les villes où ils utilisent l'architecture comme support de la pratique sportive. Donc c'est vraiment intéressant de voir son travail. Et évidemment, à droite, vous avez une photo du marathon de New York. On a essayé aussi, à travers les thématiques toujours de la question sociologique, la question et notamment la place de la femme, notamment dans l'espace public, qui a souvent été un problème dans le sport. Et donc là, vous avez une photo au marathon de Boston où réservé aux hommes, une femme essaie de concourir et les hommes la sortent. Voilà. Donc la quatrième salle, c'est la question du... Voilà, le sport a-t-il le droit de citer? Donc c'est comment le sport vient s'immiscer en ville. Parfois, il n'a pas forcément l'espace, mais il est très résilient, le sport, donc il va venir toujours trouver sa place. Donc ça, c'est un travail artistique de Kevin Couliot, qui prend en photo des terrains de basket zoomés à travers le monde et qui à travers sa poésie. Et donc là, on a repéré différents exemples où on voit finalement que voilà, par la résilience, le sport trouve toujours sa place, même si d'un point de vue géologique, urbanistique, il n'est pas forcément pensé. C'est toujours intéressant de trouver des exemples. Il y a ce terrain très connu de basket en Croatie, dans l'architecture vernaculaire, où finalement on détourne complètement les espaces. Évidemment, le terrain Pigalle à Paris, qui est peut-être un des terrains de basket les plus connus au monde, justement, parce que voilà, il trouve sa place. Et aussi, ça, c'est le FIS à Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le plus grand événement de sport, de glisse, BMX. Et je suis particulièrement attaché parce qu'il est au pied de l'Arbre Blanc, un immeuble que j'ai co-conçu. Et donc, on a été sensibilisé à cette question du sport qui investit la ville sur des lieux pas forcément destinés. On a aussi à Hong Kong, c'est assez intéressant, ils ont des programmes où donc ils ont une autre échelle de construction d'habitation, mais ils ont une règle urbaine qui leur impose
j'ai plus les chiffres en tête, mais pour 10 000 habitations, de créer un certain nombre de sports qui créent aussi des situations toujours intéressantes. Ensuite, on a fait le zoom sur 5 projets. 5 projets qui nous semblaient correspondre un peu aux enjeux du sport dans la ville de demain. Donc déjà, d'un point de vue scénographique, on a créé une table qui vient un peu inspirer évidemment des formes de Le Corbusier, qui vient un peu créer un espace scénographique dans l'espace, qu'on a fait aussi en CLT, donc toujours dans cet enjeu Moi, je fais le parallèle parce que j'utilise beaucoup ce matériau pour construire mes architectures, et la question d'optimiser, comprendre l'outil industriel, optimiser la ressource, c'est des choses, quelle que soit l'échelle sur laquelle vous travaillez, où vous serez confronté. Donc c'est intéressant de voir que finalement aussi bien moi, sur mes bâtiments de grande échelle que sur une scénographie, les questions sont les mêmes. Donc il y a ce programme, moi, qui est peut-être, en faisant cette expo, le plus beau bâtiment que j'ai découvert. Donc c'est en Thaïlande. J'ai remis parce que le nom Chiang Mai, donc Chiang Mai Life Architects. En fait, c'est pas vraiment une agence, c'est des agences constructeurs et qui ont construit. Donc on a fait un entretien avec eux, qui ont construit un peu en instantané. C'est assez extraordinaire la façon dont de faire, donc tout en bambou. Et donc c'est un espace qui, au-delà de la qualité de son architecture, se situe dans une école, voilà, dans une petite ville, et qui sert aussi de lieu social, donc pour les habitants du quartier. Donc il y a la pratique sportive, il y a des réunions des comités de quartier. Donc il y a vraiment tout cet enjeu social du sport. Et regardez ça, c'est sublime. Donc c'est des tuiles de bambou dépliées. Moi je trouve que c'est... Voilà, moi qui construis beaucoup en bois, ou on va dire en Occident, on est très normé, de découvrir voilà, tout ce potentiel organique du bois m'a beaucoup ému. Donc ça, c'est une ref voilà, que je vous invite à découvrir. Ensuite, on parlait en introduction de la question de la méga infrastructure. Donc, vous savez que pour les JO de Paris, ils ont plutôt décidé d'utiliser le déjà là, donc soit de restructurer des équipements en place ou de faire de l'aménagement temporaire dans certains espaces. Il y a finalement un seul équipement majeur qui a été construit, donc c'est la piscine olympique, fait par 2 agences, Van Hoven hollandaise et 234, Atelier 234, une agence française. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont vraiment posé cette question, c'est-à-dire comment faire un équipement qui va pouvoir accueillir 7000 personnes pendant les Jeux olympiques, et ensuite devenir un équipement plus destiné au quartier par la suite. Donc ils ont créé des tribunes éphémères, et ensuite ici ils vont aménager des terrains de paddle tennis, et du coup ils vont à la fois pouvoir répondre à cet enjeu de sport spectacle et ensuite de sport santé en créant voilà, des équipements sportifs. Donc il y a la piscine centrale, et vous le voyez en bas à gauche, il y a un centre d'escalade, il y a des petits bassins de proximité pour les écoles, et il y aura du paddle tennis. Donc je pense que c'est un projet intéressant sur cet enjeu de réflexion. Parfois on a besoin de grosses infrastructures à l'échelle de rayonnement international, et en même temps, il ne faut pas oublier, là on est en Seine-Saint-Denis, des quartiers qui ont besoin d'équipements de proximité. Donc contrairement au Stade de France, qui est vraiment que du sport-spectacle, cet équipement qui est juste à côté va pouvoir accueillir aussi une activité plus locale. Et ensuite, parce que souvent quand on parle d'infrastructure sportive, on parle de structure, hein, parce que c'est souvent faire un grand volume sans contraintes structurelles. Et ça aussi, j'ai eu la chance de visiter le chantier, c'est des poutres catanes. Donc c'est des poutres, c'est comme des cordes en bois en fait, qui traversent quasiment 100 mètres, qui font 90 cm de haut, en 3 morceaux réunis, et qui amènent comme ça un univers du coup très aquatique, très souple. Et j'aime beaucoup, moi, souvent, parce que le bois, on dit souvent que c'est un matériau rigide, peu capable. Et là, je trouve que c'est une réponse ultra poétique, performante. Et c'est aussi un moyen de se surélever dans les coins, donc d'accueillir les spectateurs, et en même temps de réduire le volume d'air chauffé au-dessus du bassin. Donc c'était vraiment une réponse très, très intelligente. Voilà. Ensuite, il y a ça c'est un peu mes frères ennemis.
Donc c'est une agence NP2F qui a été très novateur sur la question du sport dans la ville, avec la cathédrale des sports. Donc c'est à Bordeaux. Là, le chantier va être livré. Là, c'est une image, mais ils ont construit le bâtiment. Là, ils n'ont pas les photos officielles encore, mais ça va arriver. Donc c'est avec l'UCPA. Donc c'est sur cette question urbaine, parce que c'est vrai que les parcs sportifs, souvent, ça s'étale énormément. Donc là, ils ont additionné différents terrains. Et du coup, voilà, avec des sports très urbains, du golf, practice de golf en haut, différents sports ensuite. Et donc, c'est un projet très intéressant dans sa verticalisation. Donc voilà, je vous invite aussi à découvrir tout leur travail. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, moi, quand je l'ai découvert. Donc, c'est à Londres. C'est 3 terrains de sport, foot, mais pas que. Et on peut faire... et donc, c'est Pitch London. Donc là, l'idée, c'est d'être sur une installation légère et déplaçable. Donc en termes d'urbanisme transitoire, je crois que c'est le thème de la prochaine exposition. Donc là, c'est aussi parfois, on a besoin à un moment d'activer un endroit, d'avoir une activité sportive, mais la préfabrication, le modulaire, permet de se dire on peut le déplacer. Et c'est une réponse très intelligente aussi, très légère. Alors là, ils sont sur des planchers en fibre de carbone. C'est, on va dire, du très high-tech, mais je trouve dans une solution aussi innovante, on trouvait ce projet très intéressant à découvrir. Voilà, et enfin, on a ouvert la dernière salle sur la question du... On a essayé d'ouvrir sur la question du digital. Donc, on s'est intéressé un peu au e-sport. Donc j'en suis moins expert, mais c'est un phénomène très intéressant qui se développe énormément, notamment dans les pays asiatiques. Donc, je pense qu'on va y tendre. Et donc, dans cette dernière salle, il y avait 2 choses. La question de l'artificialisation avant la digitalisation. Donc, ça, vous connaissez peut-être tous ce programme de Bjerkingels, c'est-à-dire quand on crée des situations artificielles, donc il y a la question des piscines à vagues, on recrée des situations artificielles. Et donc là, au Danemark, ils ont créé, donc c'est une usine de traitement de déchets. Et donc, ils ont fait une piste de ski naturelle, pour le coup, l'hiver, et qui se transforme en ski d'été sur gazon synthétique voilà, pendant les saisons chaudes. Et du coup, c'est assez intéressant aussi, et vous le verrez dans nos projets que je présente, comment finalement l'architecture, parfois par son échelle, ça c'est une infrastructure indispensable à une ville, une station de déchets, peut être aussi support donc il y a aussi une grande piste d'escalade. Et donc voilà. Et pour retourner au e-sport, c'est un phénomène sociologique extraordinaire, dans le sens où c'est pour le coup peut-être le sport qui permet le plus d'intergénérationnalité, de mélange de cultures. Et vraiment, quand on regarde, les plus grands athlètes sont vraiment des stars. Ils se réunissent dans des stadiums, et c'est intéressant comme phénomène sociologique. Donc, vraiment, je vous invite aussi à être vigilant sur ces questions qui vont, je pense, s'augmenter dans la société. Voilà. Et donc, pour finir sur l'expo de Fermini, il y a une petite vidéo, voilà, qui présente. Voilà, donc 14 janvier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez encore un peu de temps pour aller la voir. Voilà, j'espère qu'elle vous inspirera. Comme je vous le disais, je vais vous présenter 10 projets, je vais aller vite. Donc, quand j'étais jeune archi, j'ai eu l'opportunité de faire un concours, donc c'est le bâtiment de droite qui s'appelait Réinventer Paris, où pour la première fois, un peu, il posait la question à l'architecte avec la maîtrise d'ouvrage, on avait le droit d'inventer une programmation. Donc, vous vous souvenez du terrain que je vous ai montré au début voilà, donc j'ai tout de suite proposé qu'on fasse un immeuble, donc c'est plutôt un lieu de travail, et d'être dans une situation où on proposait sur le toit des terrains de basket. Moi, à l'époque, je connaissais en plus un exploitant de la Hoops Factory, qui est comme l'Urban Soccer là, que vous avez à Saint-Etienne pour le foot 5, donc c'est pareil au basket. Donc je l'ai emmené un peu avec la maîtrise d'ouvrage, et on a essayé de créer tout de suite un terrain un peu unique, voilà, dans le 13e arrondissement, avec une vue superbe sur Paris.
Et donc vraiment dans cette idée un peu finalement d'héritage de Le Corbusier, on voit ici donc de la toiture récréative. Et donc ça, je crois que j'ai pas 30 ans, et on fait ce projet, on arrive en finale et je perds. Je perds parce que c'est là une question qui est intéressante, c'est que je me rends compte que pour faire mon terrain de sport, j'ai enlevé 2 niveaux de bureau, parce qu'il y a 2 fois plus de hauteur, et qu'en termes de charge foncière, c'est un programme qui... Donc pour des questions économiques, en fait, toutes les autorités publiques m'ont dit ah, vous avez le meilleur projet, mais nous, le foncier à Paris, ça permet de financer aussi d'autres infrastructures, et donc je perds le projet. Pour la première fois de ma vie, je pleure à cause de mon travail, mais j'entends que finalement, il faut que nous, architectes aussi, on ne s'intéresse pas qu'à la conception, mais aussi au modèle économique, un peu des programmes innovants. Donc, vous le verrez ainsi. Ensuite, j'ai eu la chance de faire pour Kylian Mbappé, quand il a signé au PSG, en fait, Nike voulait faire une promo sous la Tour Eiffel, tout ça, et avec un groupe de personnes que je connais, qui connaît Nike, on a pu les convaincre, non pas de faire ça, mais plutôt de faire un événement à Bondy, dans son quartier d'origine. Et ils ont des budgets tellement élevés que j'aurais dit, je suis sûr qu'on peut même pérenniser un terrain avec ces sous. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc c'était un petit terrain, mais on a fait un événement sympa. Kylian Mbappé est venu pour l'inauguration. On a organisé un grand tournoi de foot avec toutes les associations sportives du 93. Et du coup, c'est un terrain aujourd'hui qui reste. Je me suis battu un peu contre... pareil, là, les services publics, ils m'ont dit il est trop fragile, les gens ils vont le défoncer en 2 secondes. Et en fait, là, ça fait 4 ans, j'y retourne souvent et il est usé parce qu'il est beaucoup utilisé, mais ils en prennent soin parce que l'enjeu identitaire du sport, en fait, est très important. Je pense que c'est ce qu'on a réussi un peu ici. Évidemment, quand on a l'étiquette Mbappé, tout est plus facile, mais c'était aussi intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai eu, quand Paris a eu les JO, un peu grâce à ce terrain de Mbappé, on m'a sollicité pour la partie, donc les Jeux Olympiques, ils avaient un pôle événementiel et ils ont voulu faire un peu un espace VIP sportif en amont des JO. Voilà, c'est la toiture en fait d'un parking, c'est un parking silo un peu déguisé en architecture, mais et du coup ils ont pu récupérer le toit et faire une installation. Donc moi j'ai tout de suite donc il fallait un petit pavillon pour accueillir un peu tout le beau monde et faire un terrain événementiel. Donc comme vous voyez il y a des maraudes, donc moi toujours avec mon basket dans un sport un peu ludique et avec cette idée de faire une installation scénographique où on pouvait faire comme ça, voler un peu un terrain de basket dans le ciel. Donc deuxième désillusion, ils m'ont payé les études, mais finalement, Tony Estanguet n'a pas voulu conclure le projet. C'est vrai que c'était quand même très compliqué de créer cet espace dans ce site dense, et du coup, ils ont pas finalement lancé l'opération. Donc voilà, toujours dans mon rêve de terrain de basket dans Paris, deuxième échec. Mais à la suite de ça, je gagne ce concours. Voilà. Je fais partie d'un concours pour faire une partie du village olympique. Donc on a tout ce qui est là. Et donc moi je fais ce bâtiment-là. On est donc 7 architectes. Et donc là on me redemande de faire un immeuble de bureau. Et je reviens avec mon idée de terrain, mais cette fois-ci, j'ai appris du passé. Donc là, je crée un espace un peu moins grand qui génère, en tout cas, qui dans le ratio par rapport au mètre carré de tertiaire, est dans un ratio beaucoup plus absorbable. Et du coup, avec en plus le reste du village, ça s'absorbe complètement dans le modèle économique. Donc en fait, maintenant, quand on crée, moi j'ai un peu un ratio comme ça, c'est-à-dire que parce que c'est des terrains, donc c'est pas porté par les municipalités, hein, il n'y a pas de subvention, c'est porté par une maîtrise d'ouvrage privée, donc il faut un modèle économique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un terrain, ça se loue en moyenne 4 fois moins cher qu'un plateau de bureau ou de logement, et ça prend 2 fois plus d'espace. Donc c'est 8 fois, c'est un rapport de 1 pour 8, donc voilà. Donc moi je vois que c'est 3%, donc quand vous avez un programme de, je sais pas,
20 000 mètres carrés, ça veut dire que vous pouvez faire 600 mètres carrés. Voilà. 3%, c'est un peu le ratio que j'ai identifié où on arrive à faire absorber cet espace sportif. Et donc c'est un immeuble voilà, qu'on a dessiné à Saint-Ouen. Et donc vous voyez sur cette coupe, donc en bas on a un parking réversible éclairé naturellement, du commerce, du bureau et ensuite une toiture récréative, donc pour rester dans cet héritage corbuséen avec un terrain de basket. Donc de tout le village olympique, c'est le seul immeuble qui est resté en structure bois, parce que vu qu'on a une expertise face à l'enjeu de délai, en fait, il y a beaucoup de bâtiments qui sont passés en structure béton, mais on a pu maintenir voilà, donc on est sur des systèmes classiques poteau-poutre. Et donc vraiment cette idée parce que vraiment à Paris, dans le Grand Paris, les équipements sportifs, ils sont vraiment pourris, quoi. On est dans des sous-sols, c'est toujours l'enfer. Et donc là, je voulais un peu remettre le terrain de sport donc un peu à sa juste valeur. Et donc ça, voilà, c'était les vues avec les prises de vue drone réelles. Donc voilà. Donc maintenant, on va livrer l'opération là dans 2 mois. Donc et donc vous voyez, c'est assez intéressant. On a construit donc. Quand je vous disais tout à l'heure que l'architecture sportive, c'est souvent une question de structure. Et donc là, on a des poutres treillis, 3 dimensions, voilà, qui me permettent de traverser 16 mètres de portée avec 90 cm d'encombrement. Donc c'est très performant. Et aussi, je trouve que c'est léger, c'est aérien. Ma définition préférée de l'architecture, Herzberger, c'est l'architecte, c'est celui qui fait danser le point d'appui. Et donc, quand on fait du bois, la question de l'assemblage est souvent une question cruciale dans l'architecture. Et donc, voilà, j'aime beaucoup me dire que finalement, la qualité architecturale de ma proposition va venir aussi de la question du détail d'assemblage. C'est un peu le process inverse. Et donc, je trouve que, voilà, en tout cas, on fait beaucoup visiter cet espace et on en est ravis. Voilà. Et donc ensuite, quand même pour parler du reste, donc, vous le verrez, la question de l'architecture bois aujourd'hui, elle est pas simple. Il faut se battre pour faire des bâtiments en structure bois, mais quand on les fait, sincèrement, en termes de qualité des atmosphères intérieures, ça change tout. Donc on a des murs en CLT, bon, les poteaux là sont protégés, mais ils sont en bois. Et ensuite, on est sur des solivages structure bois. Voilà, donc une autre échelle dans l'enjeu un peu du sport comme couture urbaine. Donc j'ai réalisé, donc là on est à Paris, dans le 17e arrondissement, Porte Pouchet, donc le périph', Paris à droite, la banlieue à gauche, 93. Et du coup, on a gagné un concours d'innovation pour, pareil, là c'est ces concours de la ville où il faut réinventer un espace. Ils mettent souvent des espaces un peu merdiques. Et là, avec voilà, des compères des gens qui font... c'est comme le Urban Soccer à Saint-Etienne, sauf que là, ça s'appelle le Five. On a proposé de créer un équipement sportif sous le périphérique, en plein air. Et franchement, là, on l'a livré il y a 2 ans. Ça marche super bien. Ça vient... Souvent, les dessous de pont, c'est des lieux de mésusage. Ça craint. C'est compliqué, quoi, dans toutes les autres situations du périphérique. Et donc là, c'est un des rares espaces où, finalement, le sport va venir pacifier. Moi, j'aime beaucoup le lien entre la banlieue et Paris. Et d'ailleurs, dans la population, c'est vraiment un beau mélange. Et on voit comment on a fait d'un espace compliqué un espace attractif. Et quand je disais que le sport est résilient, qui sait s'initier un peu, voilà, donc voilà, il y a toujours des solutions pour trouver des espaces sportifs. Et donc là, vous avez aussi tout l'enjeu sociologique. Moi, je pense que le sport, c'est le programme qui génère le plus de mixité positive. C'est-à-dire quand on joue au sport, on oublie qui on est, d'où on vient. Et c'est vraiment le programme qui permet aux gens de se rencontrer. Voilà. Et après, on a dû faire un petit bâtiment, donc c'est le sport bar et les vestiaires, en fait. Et donc, du coup, on a imaginé une peau en bois parce qu'on est protégé par le tablier du périphérique. Et on a repris un motif de filet, un peu comme les filets de but, pour créer cette peau. Voilà. Et évidemment, très, très peu de moyens dans les architectures sportives. Donc ensuite, on rechange d'échelle. Je les ai mis dans un ordre chronologique, qui sont arrivés dans ma carrière. Je voulais plus, finalement, je me suis dit que voilà. Donc on a gagné à Nice. Donc pareil, comme un peu au JO, 7 architectes, tout un quartier de 75 000 m², donc une grande échelle. Donc qui dit grande échelle, moi je me dis je vais réussir à faire passer mes programmes sportifs. Donc
ce qu'il faut que vous compreniez comme sur les JO, où le premier, c'est que personne ne demande de faire du sport. C'est moi qui arrive, moi l'architecte, qui dit qu'il faut l'immeuble monoprogramme, c'est un peu obsolète, il faut se réinventer. Donc je dis à ces modèles de sport privés, le sport peut s'adapter à tous les différents types d'espaces. On ne contraint pas l'immeuble au sport, mais c'est le sport qui s'adapte à la taille de l'immeuble. Et j'arrive comme ça, et c'est enthousiasmant. Tout le monde veut ces équipements de proximité, et du coup, c'est vraiment à vous aussi de porter cette envie. Donc c'est tout un quartier où il y a 3 grands espaces urbains. Donc ça, c'est une tour de Fujimoto. Voilà, il y a une place où du coup, on a utilisé mon bâtiment sportif un peu comme un petit monument. Et puis ensuite, mon bâtiment sportif lui s'organise autour d'un patio de fraîcheur que vous voyez en bas. Donc ça, c'est l'image, on va dire, définitive. C'est un projet qui est aujourd'hui en chantier. Et donc là, on est plus sur du sport loisir. Donc ça, c'était pendant le concours. Parce qu'après aussi, il y a ça, c'est-à-dire que c'est des modèles économiques très compliqués. Donc les sports qu'on imagine au début, avec les exploitants, les 3-4 ans que prennent un projet, parfois ils sont plus là à la fin. Donc faut être très intelligent. Mais c'est aussi la résilience de l'architecture, c'est-à-dire que les formes restent, les fonctions changent. Et quand on fait des volumes capables, finalement, un sport peut en chasser un autre, et c'est ce qui est intéressant. Donc ça, c'était la version initiale. Et aujourd'hui, voilà, on est sur la programmation définitive. Donc on fait une vague de surf au rez-de-chaussée. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez vous faire plaisir à Nice. Ensuite, on a mixé avec c'est des kinés, c'est un centre de kiné, un peu toujours sur la thématique du bien-être. Ensuite, il y a de la VR. Donc bon, là, c'est mal représenté, mais il y a c'est des choses beaucoup plus scénographiques. Et puis ensuite, de l'escalade avec un accrobranche sur le toit. Voilà. Sans transition, donc on travaille aussi actuellement sur... et donc ça, je ne l'ai pas dit, mais on va livrer le chantier dans 3 mois. Donc c'est un projet aussi qui va aboutir. Par rapport à cet enjeu d'écologie sociale, j'étais approché par une personne qui dirige MBA Africa, et du coup, qui est togolais, et qui veut faire la première salle de basket du Togo. Donc il n'y a pas du tout de salle de basket au Togo. Et donc du coup, à Néo, donc c'est une ville balnéaire, un peu dans l'arrière, à quelques kilomètres de la côte, ils proposent un site. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce que je ne l'ai pas dit aussi, mais quand on fait une infrastructure sportive, la question de cette architecture bioclimatique, parce que souvent, on n'est pas soumis au RT 2020, à la réglementation classique, on va dire, tertiaire ou logement. Donc on a moins de directives en termes de performance. Donc à nous de créer des bâtiments qui soient confortables en termes d'éblouissement, en termes de lumière naturelle, en termes de la question du vent, de pratique sportive. Et donc là, on se retrouve un peu vraiment dans une intelligence, moi, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire comment créer des espaces adaptés à leur climat, voilà, sans réglementation, qui viennent nous... moi j'adore la réglementation RE 2020, mais c'est des espaces où il faut un peu réfléchir différemment. Donc on étudie ça sur tous les projets, j'espère que vous faites pareil. Bien comprendre le climat dans lequel on se situe, la question du vent, surtout quand on fait du sport, ça peut... Donc toujours la rosace des vents, ça c'est vous devez à chaque fois voilà, regarder ça avant de commencer de réfléchir. Et ensuite, donc, on a créé un espace, donc un terrain de basket de 500 places, mais un peu comme le projet en Thaïlande, on s'est dit il faut que c'est une destination aussi sociale pour les habitants donc on est limite là sur la périphérie village, et du coup donc on propose donc des salles de convivialité, des salles de classe, pour aussi que soit un équipement un peu multifonction, et qui permettent vraiment, au-delà de la pratique sportive, de faire du lien dans le quartier. Donc après on a réfléchi, donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a différentes zones et donc on a réfléchi à une architecture simple en fait. Il n'y a pas beaucoup de moyens, il a 1 million d'euros, et du coup donc on a regardé comment ils construisent. Donc là-bas ils savent faire les charpentes métalliques, le béton. Donc on va dire la toiture protectrice, on l'a fait béton pour les fondations poteaux, et puis on fait une charpente métallique. Et ensuite on veut construire des blocs en terre crue, parce que c'est un savoir-faire aussi qu'on n'a pas forcément en France, mais qui c'est là-bas, comme fait très bien Kéré d'ailleurs. Et donc l'idée du coup c'est de travailler ces blocs programmés, salle de classe, vestiaire, salle de convivialité, et d'avoir un espace complètement ouvert au vent, mais en hauteur, donc le terrain est protégé, et voilà, de trouver voilà la solution économique, sociologique et architecturale pour la problématique donnée.
l'idée que la nuit aussi, c'est un effet un peu de lanterne, et donc voilà, au centre. Donc c'est des projets que nous, on fait gratuitement à l'agence pour accompagner un peu des projets comme ça avec une forte valeur sociale. Et donc, bon, bah, c'est des images faites en interne, donc c'est des représentations très simples, et on essaye voilà, de porter ces valeurs. Ça, c'est une installation qu'on a fait il y a 1 an et demi à la Villa Médicis. Donc, c'est dans le cadre du Festival des Cabanes. Donc, ils nous ont demandé de participer. Donc, nous, on a voulu pousser un peu sur ces échelles éphémères deux thématiques, donc la question de la construction bois et celle du sport, en fait, pour un pavillon dans un parc ouvert au public. Et donc, on a proposé le pavillon Ça joue. Donc, il y a une petite vidéo qui permet de le voir. Donc, moi, souvent, sur le bois, je suis toujours face à ces bâtiments qui se ressemblent tous. C'est des boîtes à chaussures. Donc, j'aime bien amener le bois où on ne l'attend pas, donc sur la notion de courbe, de légèreté. Donc là, l'idée, c'est on a travaillé avec la fibre du bois et en fait, ce ruban, on a poussé pour voir sur des éléments droits, finalement, de créer une double courbure. Donc, c'est aussi comprendre cette matière. Voilà, c'est un rapport un peu poétique sur le dedans-dehors avec ces différentes strates. Et donc, on a au centre une arène. Parce que souvent, le sport, c'est la compétition, c'est des lignes, c'est des règlements. Et donc là, l'idée, c'est d'être plutôt sur quelque chose de ludique, jeune public, avec un terrain de footron. Il y a des petits anneaux, c'est un terrain de basket crescendo. Et donc, d'être voilà, sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Et en même temps, une pratique sportive. Donc, c'est intéressant parce que les résidents qui sont à la Villa Médicis ont leurs enfants, m'ont tout de suite dit que c'était vraiment utilisé. Donc les adultes faisaient le cours de yoga, les enfants n'arrêtaient pas de jouer au foot et au basket. Il y a eu un événement, quand ils faisaient des événements culturels, c'était une scène soit pour des narrations, soit pour des petits spectacles de danse. On a aussi joué un peu l'effet voilà, lanterne, donc dans cette mise en scène un peu de... Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les poteaux, c'est des poteaux électriques. Il n'y a pas d'argent, donc on a travaillé sur un fournisseur de poteaux électriques là, qui font dans les campagnes, et donc du coup avec les différents diamètres, différentes hauteurs, on a pu travailler sur cette texture. Donc toujours avec le bois, la question du standard. Et après, on a eu la chance d'être contacté par une compagnie de danse voilà, qui a voulu faire une performance, donc un petit film de 3 minutes.
Donc voilà, il y a rien de plus émouvant quand on est architecte de voir des danseurs s'approprier l'espace qu'on a dessiné. Donc c'était une très belle expérience. À la suite de ça, on vient d'être sélectionné pour faire un concours à Riyad. Donc nous, ça nous intéressait parce que c'est dans l'espace public de Riyad, et donc c'est des équipements pour les familles qui vont beaucoup dans ces parcs qui sont des lieux ressources sur ce climat caniculaire. Donc toujours une architecture identitaire, donc inspirée des tentes bédouines. Et donc pareil, un espace qu'on a voulu ludique qui... Tac. Non, hop. Des petits gifs, bon, c'est pas grave. Démarre pas. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup réinventer un peu aussi. Il y a les sports, on les connaît, les terrains. Et donc là c'était de se dire sur une feuille blanche, donc toujours plutôt jeune public, mais donc je fais toujours une arène avec cette question du soccer. Et puis après on a différents sports. Donc ça moi j'ai appelé ça le soccer flipper. Donc c'est un soccer où on ne sait jamais où va la balle. Donc c'est dur de faire de la compétition. Voilà, après avec des structures un peu labyrinthiques qui sont aussi un jeu de récréation. Oui, un peu long le hop. Et évidemment, avec moi, du basketball, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et donc, je vais dans le mauvais sens. Voilà. Pareil, on travaille beaucoup sur la représentation. Donc ça, c'est moins long, une minute parce qu'on n'a pas pu se déplacer pour présenter le projet. Donc on a été sélectionné sur des éléments graphiques. Voilà. Donc ça, je peux parler de l'outil. C'est des outils qu'on fait en interne à l'agence aujourd'hui. Donc c'est aussi, je trouve, dans la représentation de l'architecture, pour vous, des outils faciles d'accès. C'est Lumion, donc c'est des logiciels gratuits. Je trouve qu'ils permettent d'exprimer sa créativité. Donc voilà, on a des brumisateurs, hein, parce que je pense que la question du confort d'été là-bas, elle est problématique. Donc vraiment un lieu d'ombre, un lieu vraiment destiné aux enfants avec ces petits passages secrets. Donc j'aime bien cette échelle parce que voilà, on sort des contraintes réglementaires. Bon, je vais aller vite. Ça, comme je vous le disais, moi, j'avais pas de référence, donc je me suis un peu réinventé mon programme de sport tout seul en le mettant dans mes immeubles. Et donc, à la suite d'un peu toutes ces références, j'ai été sélectionné pour la première fois sur un gros concours public. Donc, où ils ont essayé de se réinventer un peu en proposant un programme où il fallait faire 6 gymnases, un peu comme une tour des sports. Et donc, on a fait une proposition. On a un peu remis en cause leur programme pour compacifier le bâtiment, afin aussi d'arriver sur des matérialités un peu plus innovantes. Donc, quand vous faites des infrastructures sportives, sport vertical, le travail de coupe est essentiel. Donc vraiment, c'est un médium essentiel parce que vu que c'est surtout des bâtiments où la structure est primordiale, l'intelligence structurelle. Et donc voilà, on a proposé un équipement. Donc là, c'est orienté nord, donc on a pu ouvrir. Il n'y a pas de problème d'ébouissement. On est sur voilà, on est sur une peau avec des écailles qui protègent du soleil, et puis après des espaces. On a essayé de faire des espaces très lumineux. Moi, je pense beaucoup à la question de la femme dans ces lieux sportifs, qui sont souvent très jeunes hommes masculins, et comment créer des espaces qui génèrent du confort, qui incitent voilà, l'utilisation genrée. Et puis après, moi, je suis un promoteur du sport. Donc là, on est sur le périphérique. Et c'était l'idée de mettre en scène un peu ces salles de sport. Voilà. Mais j'ai perdu. J'ai fini 2e sur 5. C'était un concours de très haut vol. Et j'aurais pas dû remettre en cause le pro. Parce que vu que je suis sportif, je me suis permis de réorganiser les vestiaires, contrairement à ce qu'ils pensaient. Et c'est pas passé. Donc c'est pas passé loin, mais c'est pas passé. Voilà. Et enfin, dernier projet, parce que j'ai beaucoup parlé, je vois l'heure qui passe. Je vous le montre, c'est un projet en cours.
Donc, on coupera la vidéo. C'est un projet qui est actuellement, je vais passer l'oral la semaine prochaine. Donc, je vous ai montré à droite, vous voyez, c'est la piscine olympique. Donc, on est à Saint-Denis. Donc, Saint-Denis bénéficie, la Seine-Saint-Denis bénéficie beaucoup de l'infrastructure des Jeux Olympiques. Et donc, du coup, ils ont lancé un programme pour faire 25 000 mètres carrés de programme, toujours pareil, avec une liberté programmatique. Et donc, du coup, avec une ambition pour créer ils voulaient quand même une thématique sportive. Et donc, nous, on s'est associés pour le coup au monde du BMX et du skate pour créer le plus grand centre indoor de France. Il y aura des compétitions internationales. Donc, comme vous le voyez, souvent, les espaces sportifs sont dans les interstices urbains. Donc, on est souvent près des autoroutes, on fait souvent tampon, mais en même temps, on bénéficie d'une certaine visibilité. Donc, à la fois, on a un parc en contrebas et donc on propose en fait, la forme nous permet de créer une piste de pump track donc sur le toit de cet immeuble. Donc là, c'est une simulation depuis en haut. Et donc, c'est un immeuble mixte où on a en fait c'est des ateliers. À gauche, c'est un hôtel. Ensuite, là, cet immeuble, c'est des ateliers, des bureaux et donc du coup un complexe sportif avec 2 niveaux de halles sportives, une BMX, une skate. Et donc, voilà un petit film. Le projet 360 à Saint-Denis-Saulnier présente de nombreux avantages aux yeux de la Fédération française de cyclisme. D'abord, c'est un projet qui ouvre vers le très haut niveau avec la possibilité, en tous les cas, d'avoir un parc de freestyle à l'intérieur, indoor, ce qui existe pas en France, tout simplement. Et ensuite, vers le grand public, il faut savoir travailler les problématiques sociétales, le savoir rouler à vélo, la remise en selle pour les adultes, de façon à décliner une vraie envie de mobilité autour du vélo. Et je pense que ce projet-là permet de tracer ces traits d'union et donc de favoriser finalement une émergence urbaine de la pratique du cyclisme. Un projet innovant, un projet qui n'existe pas ailleurs, un projet à la fois de sport de compétition et de sport pour tous, un projet qui fait envie. Répond totalement à nos préoccupations, à savoir un lieu d'apprentissage pour les petits, pour les plus grands, mais aussi un lieu professionnel pour ceux qui font du BMX en professionnel ou des sports de glisse. Et je pense que le meilleur moyen d'attirer un maximum de Dionysiens autour des sports de glisse, c'est vraiment de voir des sportifs de haut niveau. Très peu de choses en France et rien en Ile-de-France. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ce projet 360 va voir le jour. Et moi, en tant que pro-rider, avec la notoriété que j'ai acquise, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à ce que ce projet 360 voit le jour. On soutient ce projet 360 pour développer les structures, développer le sport, pour toutes les disciplines, pas que pour le BMX freestyle, mais vraiment pour toutes les disciplines. Donc c'est intéressant que vous voyez cette vidéo parce que on les fait très politiques parce que ce qu'il faut savoir c'est quand on fait du sport c'est politique parce qu'il y a un enjeu d'intérêt commun et du coup c'est pour ça qu'on implique donc là c'est la personne qui gérait la piscine olympique, la personne qui gère
tout un tissu associatif local, la personne qui gère la Fédération française de cyclisme, parce que voilà, ça dépasse, je veux dire, quand on touche ces programmations, en tant qu'architecte, on est plutôt censé nous dessiner des espaces, et là, ça nous implique aussi dans ce volet de la construction de la ville qui est plus en amont, voilà, qui est décision politique, donc c'est pour ça aussi donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur la coupe un peu comment on vient imbriquer finalement deux gymnases superposés avec un immeuble de fabrication, lieu de fabrication, et donc cette piste de pump track sur le toit. Voilà, merci. J'espère que j'étais pas trop long. Je crois que j'ai tenu 50 minutes, 55 minutes. J'aime bien garder un petit temps si vous voulez discuter. Je trouve que c'est toujours bien d'interagir. Merci. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Sur le projet avec les 2 terrains qui sont sous le périphérie de Paris, je me posais la question en termes de qualité. Comment a été gérée la question du son en fait? Quand on est dessous, comment ça se passe? Alors, d'un point de vue son, en fait, c'est pas mal, parce que le tablier, finalement, fait barrière. Il y a une masse de béton tellement importante et le son a plutôt tendance à... Il ne vient pas se glisser, donc voilà. Après, il y a la question de la qualité de l'air. Et là, j'ai envie de dire, à Paris, nous, on a la ceinture verte, ça s'appelle, donc on a le périphérique, et puis on a des installations sportives tout le long, donc je pense que ce n'est pas l'idéal, hein, mais c'est comme ça. Et je pense que voilà, avec l'évolution, on sort des moteurs thermiques vers des moteurs électriques, on va un peu améliorer la situation. Mais en tout cas, d'un point de vue son, c'est assez miraculeux, c'est très confortable dessous. Il n'y a pas du tout le bruit des voitures. Merci. Sur le dernier projet, moi je me posais plutôt la question au niveau de la sécurité, parce qu'on était sur le toit et il y a quand même une sacrée marche jusqu'au périphérique. Ouais, beaucoup de gens s'est posé la question. Donc on a en fait, il y a des grands filins comme au ski là, quand on est sur des pistes et qu'il y a des falaises. Donc ils sont pas forcément représentés, mais on a des grands filins pour que voilà, puis la piste de pump track qu'on a modélisée. Après, ça nous dépasse un peu. On va la faire avec des professionnels. Elle aura moins l'effet tremplin aussi qu'elle peut donner sur les modélisations, mais en tout cas, c'est géré assez facilement. Déjà, merci pour votre présentation. D'abord, pour une remarque que j'avais à dire, je trouve ça super que vous avez intégré la danse à la présentation de votre projet, parce que je trouve que c'est une manière très belle de montrer au monde comment on fait l'architecture. C'est pas vraiment un art qu'on arrive à communiquer facilement. Du coup, voilà. Et aussi, j'avais une question concernant la structure bois. En tout cas, en études ici, je trouve que les professeurs sont assez sceptiques à faire des hauts bâtiments avec une structure bois, et je voulais savoir si vous avez un secret pour convaincre. Non, moi, je suis 100% des projets que j'engage aujourd'hui ont du bois en superstructure. Après, c'est un peu, il y a 1000 façons de faire. Il n'y a aucun problème, j'ai envie de dire, pour faire des bâtiments en structure bois de haute hauteur. Haute hauteur, je veux dire, quand on reste jusqu'à 8 étages en France, ça couvre 99% de la construction. Donc, on va dire dans ce registre-là. Après, une tour en bois, à part l'aspect symbolique, je pense que ce n'est pas le sujet pour la filière. Mais non, aujourd'hui, on a tous les immeubles que je vous montre, ils font entre 30 et 40 mètres de haut. Là, j'ai mis que mes projets sportifs, j'ai tous mes autres projets. Il y a un petit surcoût, donc c'est surtout ça le problème, c'est-à-dire que on arrive aujourd'hui sur le lot structure à 5% à peu près en moyenne. Je vous fais des grosses moyennes par rapport à la... Moi, j'en ai livré 8, j'en ai 25 en études, donc j'ai un bon retour d'expérience. Par contre, il n'y a pas de surcoût quand on est en dessous de 3 étages. Donc c'est là où j'accompagne le discours enseignant, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas se poser la question sur des immeubles bas, notamment en logement deuxième famille. Moi, à Saint-Étienne, je construis le bâtiment en structure bois le moins cher de France, et je ne l'ai jamais autant présenté. Tout le monde veut... Voilà, après, je le fais moins cher parce que je le fais avec l'écosystème local. Donc mais en tout cas, sur les métropoles, souvent, il y a un peu plus de moyens. Donc, ici, Lyon, Nantes, je construis partout, et il n'y a pas de sujet, on y arrive.
Aujourd'hui, en France, on a un territoire où la filière bois elle est très dynamique, elle est quand même implantée à peu près partout. Aussi bien, j'en fais à Nice. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est encore que c'est 2 bâtiments sur 20, quoi, un bâtiment sur 10, pas tout à fait un bâtiment sur 10 qui est construit en bois aujourd'hui. Ça reste majoritairement le béton. Sincèrement, moi j'adore le béton, je trouve que c'est un matériau hyper intelligent, j'ai rien contre le béton, c'est juste qu'il est carboné. Alors là, moi je suis vigilant, je me dis si le jour on me dit que le bâtiment en béton, je les referai, mais voilà, aujourd'hui moi je travaille avec les ingénieurs les meilleurs en France, j'ai l'impression, et il n'y a pas de secret, quoi. Le béton bas carbone pour l'instant... Bon, nous, on est très sceptiques pour le coup, et du coup, il n'y a pas photo quand même en termes d'impact carbone, et c'est un enjeu majeur. Il y a 3 enjeux, la Sainte Trinité, carbone, énergie, mobilité. Tous vos projets, il faut les regarder à travers ces sujets. Donc, comment on le construit? Ensuite, quelle énergie il utilise? Et puis après, la question de la mobilité, elle est énorme. Donc ça c'est plus à l'échelle urbaine, mais pour moi, c'est la Sainte Trinité à travers laquelle il faut... amener une réflexion, en tout cas, je trouve, sur l'enjeu développement durable. Et donc, moi, je suis le contre-exemple. Voilà. Et je construis pas forcément que sur des sites exceptionnels. On fait Arboretum, le plus grand campus en bois d'Europe, à Nanterre. Et d'ailleurs, je travaille là sur un gros sujet au Val-Fouré, donc une des cités les plus chaudes de France. Et je trouve que le bois, c'est une manière aussi de reconstruire dans des quartiers qui ont été un peu traumatisés par la construction. D'une manière, là on voit dans les premiers échanges qu'on a avec les habitants, beaucoup plus favorable en tout cas dans le dialogue, de voir plutôt ces squelettes en bois sortir que des banches. Donc il y a aussi dans ces quartiers populaires, qui est un héritage de l'urbanisme français, et où il y a une vraie réflexion à avoir, nous les architectes, je trouve une matière qui permet, je trouve, un dialogue plus favorable. Moi je suis pro-bois après, donc il ne faudra pas me... Mais en tout cas, sur les bâtiments bois, moi, mon discours c'est qu'il n'y a pas de surcoût. Et du coup, c'est quand même 80% de la France est construit par le privé, donc avec un intérêt économique. Donc, quand vous serez architecte, aussi bien en agence que si c'est votre agence ou quand vous travaillez dans une agence, cette question-là de l'économie, elle est centrale. Nous, on a des économistes en interne, on la prend vraiment à bras-le-corps, on travaille en amont avec la filière, on se questionne vraiment là-dessus parce que c'est le nerf de la guerre. Et après, franchement, on essaie d'écraser les coûts dès qu'on monte et en fonction des volumes. Et puis maintenant, je veux dire, entre la RE 2020, les directives d'État, ça devient limite... voilà, on est dans une période, moi ça fait 8 ans que j'en fais, je suis arrivé au bon moment, donc vous, ça va être parfait, quoi. C'est-à-dire c'est déjà fait, on a des retours d'expérience, la réglementation suit, donc, mais par contre, il y a quand même des réflexes. Moi je fais beaucoup de premiers bâtiments bois pour beaucoup de maîtrises d'ouvrage. Heureusement qu'on on est structuré, qu'on a une énergie et qu'on ne cède pas parce qu'on tombe beaucoup sur des réflexes. Les premières fois, c'est dur pour eux. Donc il faut vraiment de la conviction, il faut maîtriser son sujet. Technique, c'est très technique le bois, donc réglementation, feu. Son point faible, c'est l'acoustique. Son vrai point faible, le bois, c'est l'acoustique. Donc avoir les bons ingénieurs avec vous sur ces sujets, traiter ces questions, parce que le moindre faux pas, souvent, il saute. Voilà. Mais on y arrive. Moi, j'avais une petite question sur la vie après utilisation de tous ces équipements. Est-ce qu'il y a un suivi ou un accompagnement par exemple, je pense, avant que ces équipements deviennent défectueux, par exemple, certains moments comme le pump track là, qu'on a vu à la fin, où ces petites lattes de bois, par exemple, elles peuvent être défectueuses. Donc avant que ça devienne obsolète, est-ce qu'il y a un suivi justement par rapport à ça, pour que ça continue à perdurer, quoi ? Non, c'est une bonne question. C'est pour ça que je montrais Pitch London ou mes terrains de P17, c'est-à-dire que souvent l'installation sportive outdoor, comme les 2 pavillons que j'ai montrés, c'est éphémère. Donc la pump track, nous on a dû la représenter pour la vidéo, mais elle sera faite par des professionnels et c'est les gens du FIS en fait qui sont avec nous, donc ceux qui font les installations sportives événementielles tous les étés là à Montpellier. Et du coup, moi, je fais une toiture végétale. Et eux, par-dessus, ils vont faire une piste de pump track. Donc, ils mettent des filets et la piste, mais elle est construite d'une manière démontable. Donc, ce n'est pas un équipement d'infrastructure lourde qui... encore une fois, les formes restent, les usages changent.
Et du coup, il faut... Voilà, donc là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Nous, surtout, ce qu'on fait, c'est ces 2 salles, ces 2 volumes intérieurs. Mais il faut penser la réversibilité. Mes terrains sous le périph', ils sont complètement démontables. Il n'y a pas de fondation, c'est que des choses légères. Donc souvent, moi, je parle d'urbanisme transitoire. Voilà, c'était le projet que je montrais à Londres, là, Pitch Pitch. Et donc, je pense qu'il faut vraiment... Le sport est très intéressant dans ces réflexions-là. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. Et souvent, quand on aménage un quartier, un secteur, c'est dur d'avoir juste du premier coup. Donc, on peut essayer une programmation, on voit si elle fédère. Et puis on sait que ça se transforme, ça se réemploie, ça se déplace. Donc, il y a moins d'impact que le sujet définitif. Du coup, j'imagine qu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez standardisés pour pouvoir les changer facilement. Oui. Après, mes terrains, là, sous le périph', moi, au début, j'avais imaginé des terrains. Ils m'ont dit, laisse tomber, on bosse avec un industriel et tout. Puis j'ai compris, voilà. Donc, j'ai juste pu choisir 3 couleurs. Après, je leur ai pris la tête sur des micro-détails, les rambardes transparentes pour la question de fluidité. Mais voilà, quand on bosse dans le sport, on fait souvent, mais même dans le bois d'ailleurs. Après, le bois, il y a plus de champs, mais on bosse avec l'industriel, le hors-site. On fabrique en amont, c'est léger, ça se transporte. Mais il ne faut pas dire que c'est frustrant créativement. Moi, je refuse cette idée. J'essaie juste de comprendre l'outil industriel et avec de rajouter de la créativité là-dessus. J'arrive pas avec une idée que j'essaie de forcer l'outil industriel dessus. Je comprends l'outil industriel et je rajoute ma créativité après. Au niveau du bois, c'est toujours des bois issus de forêts françaises ou pas forcément? Alors, nous, on essaie un maximum de travailler avec le bois Label France. Aujourd'hui, le village olympique, c'est 100% en bois français. Après, sur tous les projets qu'on a à l'agence, on a encore du bois qui vient d'Europe. Donc c'est Autriche, Allemagne ou les Scandinaves aussi, c'est des gros producteurs. Voilà, donc souvent c'est un marché qui s'aligne. Donc de toute façon, là en ce moment, typiquement l'industrie allemande, elle est en chute libre. Du coup, elle a cassé les marchés du bois. Donc c'est vraiment un marché européen. Ça joue quand même pas mal le prix de la matière sur le coût de sortie. Donc on essaie au maximum de favoriser le bois français. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a 60% de nos... Non, je crois que c'est 90% de nos forêts, c'est du feuillu, donc c'est des arbres caducs, et 10% de résineux, et on ne construit qu'en résineux. L'outil industriel est construit... Donc on a quelques producteurs, on a des forêts quand même, on a les Alpes, tout ça, mais du coup, c'est vrai que c'est plutôt ces pays, là, Autriche, Scandinavie, qui ont que beaucoup de résineux. Donc il y a des nouveaux industriels qui font du feuillu, là, du bois, du hêtre, mais ils sont encore trop chers. Donc là, il faut faire des premiers bâtiments. Et la vraie ressource du territoire, c'est le feuillu. Moi, j'y crois beaucoup. Donc j'ai un premier bâtiment en hêtre. Et ça va permettre aussi de vraiment profiter de la spécificité du territoire français, qui était plutôt des forêts de feuillu. Et en résineux, voilà, moi, quand je travaille en Rhône-Alpes, on travaille avec du bois local. Mon projet de Saint-Étienne, le bois il vient des scieries Montmartin, là, dans le Bessat. Donc voilà, après on essaye au maximum. Moi je suis très vigilant à ça. Par contre, Arboretum, je fais le plus grand campus en structure bois d'Europe, c'est du bois d'Autriche. Storezzo, voilà, le CLT, là, c'est un matériau très intelligent. Il y a des premiers industriels en France, Pifto, tout ça, qui ont investi dans des presses, mais ça reste les Autrichiens souvent qui le produisent le moins cher et c'est dur d'imposer ce surcoût. Voilà. Et souvent, c'est pas des distances non plus, ça vient pas du Brésil, quoi. Et du coup, vous choisissez des essences de bois en fonction de la qualité des matériaux et de la structure, des formats à avoir, ou pas forcément, c'est plutôt en fonction de la zone géo? Complètement. Souvent en bois, quand j'ai donc c'est souvent de l'épicéa, on va dire le bois de charpente classique. Après, quand il est un peu exposé à l'extérieur, c'est du Douglas. Voilà. Le hêtre, c'est un bois qui est beaucoup plus résistant. Le feuillu, c'est génial, il est plus performant. Par contre, il déteste l'eau. Donc lui, il faut vraiment faire gaffe. Et après, quand je fais du bois d'aménagement, j'utilise du baubuche, donc c'est des industriels qui aboutent le bois. Non, ce qui est génial avec le bois, c'est les essences. Après, on rentre dans ce jeu des essences, c'est sublime. Et puis surtout, ce qui est beau avec le bois, c'est que c'est immobilier, structurel, architecture, mais mobilier aussi. C'est souvent les mêmes entreprises. Et donc, du coup, la personne qui fait ses boîtes aux lettres dans son hall, c'est aussi la personne qui construit la charpente de son immeuble. Et donc, c'est souvent des gens qui maîtrisent bien ces essences, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que le jeu des essences est possible, même s'il y a quand même des grandes catégories. François, qui était dans ma classe il y a 18 ans. Donc, tu vas m'autoriser à te tutoyer. Non, je me permettais, moi, de faire le lien avec ce que je trouvais intéressant aussi, la Céno
au Corbu. Sur l'approche territoriale, je trouvais que ce que tu nous as présenté avec Nike et Mbappé, enfin le terrain, moi c'était plus par rapport au design thinking. Enfin, je pense que maintenant aussi il y a un enjeu pour faire bouger tout le monde. On a compris que ton cœur était sur les terrains de basket, mais dans l'approche aussi urbaine et du territoire, pour faire bouger tout le monde, comme on a très bien vu, les projets où tu es quand même dans le périph', tu as des choses de connexion, comment on arrive à faire bouger tout le monde. Et c'est ça que je trouvais aussi dans cette approche, parce qu'on le sent un peu plus sur tes installations que tu as mis en place aussi avec cette vidéo qui est quand même assez fantastique à Rome sur la danse et le corps. Donc voilà, sur ces éléments pour faire bouger tout le monde, c'était ça que je voulais avoir ton approche, ton sentiment sur voilà, le design actif, sur ces éléments-là, comment on peut mettre en place les choses. Bah, c'est sûr que on revient sur la notion de sport santé. Donc déjà, c'est bouger soi-même dans la pratique sportive. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des terrains, ceux pour qui j'ai fait le parking sous le périph', c'est les premiers à avoir créé ces terrains en fait libre accès, mais avec des structures. Et donc ils étaient dans le ghetto à Bobigny. Et ils disaient c'est génial parce que Paris, Grand Paris, c'est la métropole la plus inégalitaire d'Europe. On a entre les zones riches et pauvres, c'est terrible la ville dans laquelle je travaille. Et du coup, eux, ils ont créé dans un quartier par le sport. Ils avaient des gens du 16e, des bourgeois de Paris qui venaient là parce qu'ils avaient trouvé donc au-delà de bouger soi-même pour le sport, ils arrivaient à faire bouger les populations pour justement dans cet enjeu de mixité sociale. Donc ça bouge à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le vrai titre de l'expo, c'est « Ça bouge en ville ». J'ai mal noté. Engueuler, et c'est tout l'enjeu. Et donc il y a évidemment le design actif. Moi, vous avez vu, je ne les ai pas montrés, mais dans tous mes projets, je mets des escaliers, accès à l'air et à la lumière. Et après, avec la signalétique, on essaye 5 calories, un étage. Bon, le design, voilà, c'est vraiment mettre le corps en mouvement. Et c'est sublime. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec la compagnie Wong Ramirez, je voulais revenir sur la danse parce qu'il y a eu la remarque tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup ce sport parce que je trouve qu'on a un problème quand même sur les équipements sportifs dans l'espace public, c'est que c'est trop genré masculin. Et donc il faut vraiment qu'on travaille, nos concepteurs, pour inciter la pratique sportive. Donc moi je suis contre la mixité des sports, parce que dès qu'il y a compétition sur un même espace, le garçon domine. Et donc là on travaille avec Adidas notamment sur un lieu sportif où on imagine notamment des espaces de danse, qui est une pratique beaucoup plus genrée. Maintenant les jeunes avec TikTok, la danse est devenue vraiment grand public, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment un sport qui peut permettre aussi cette appropriation, notamment des femmes, de l'espace public quand ils sont libre accès. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sport qu'il faut vraiment intégrer aussi dans ces différents lieux. Merci tout d'abord pour cette conférence. Moi j'avais quelques questions en termes de... Vous avez évoqué le sport politique et les pratiques. Vous travaillez dans des zones où ce sont des sujets qui sont hyper importants. Je pose plutôt la question. Il y a beaucoup de projets qui, je pense, relèvent du privé. Quelle est la place quelle est l'accessibilité, en tout cas publique, à ces lieux, ou sinon, est-ce que c'est une chose dont vous tenez à cœur, de l'accessibilité au sport voilà. Moi, comme je vous le dis, c'est au cœur de notre démarche. On ne peut pas dissocier écologie environnementale de l'écologie sociale. Donc le sport, ça génère de la mixité, mais c'est vrai, tu as raison, c'est que porté par des porteurs de projets privés. Après, ce qui est intéressant, c'est que ces porteurs de projets privés, ils font rarement ça pour l'argent. Et donc, quand on travaille avec aussi bien la Oops Factory pour les terrains de basket dans les JO ou P17, donc c'est des gens qui ont un modèle économique, donc ils louent 100 € pour 10 personnes de l'heure, mais ils le louent le soir et le week-end. Les gens vont, c'est souvent après le travail. Et du coup, la journée, ils n'ont pas d'utilisateurs et ils travaillent beaucoup avec les collectivités, parce qu'ils sont sur notre territoire où il manque d'espaces sportifs, où ils sont obsolètes, et ils font des gratuités en fait pour les collectivités. Donc c'est gagnant-gagnant parce qu'ils sont bien perçus par le territoire et les collectivités, qui leur proposent des fonciers, et eux, ils ont un modèle économique plus adapté. Parce que moi, c'est dur de... En France, le sport, jusqu'à peu, c'était... Je fais partie d'une association sportive, j'ai 2 entraînements par semaine et je vais le week-end. Et parfois, on a besoin, dans les villes métropolitaines, d'un peu plus de flexibilité. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont suivi un peu l'usage des mœurs, la digitalisation, je réserve, tac. Et du coup, je trouve que c'est des formes d'accès au sport intelligentes. Et en même temps, ils sont très... Donc, aussi bien pour les JO, il y a des gratuités la journée pour les écoles du quartier que pour le Five. Et du coup, je trouve que c'est des modèles intéressants parce qu'ils sont aussi
démocratique. Et surtout, ils arrivent à être utilisés tout le temps, parce que souvent, le gymnase, voilà, le soir et le week-end, il n'y a personne quoi, dans les gymnases scolaires. Merci. Après, j'essaye de faire du public. Hein. Je perds pour l'instant. Mais... je perds, mais je vais gagner un jour. Alors ça, c'est... Non. Non, c'est vrai. Mais après, je pense que dans la campagne, il y a quand même des solutions. Le sport nature ou faire un footing, il y a quand même le besoin, il est moins vital que dans les métropoles où il y a ce problème d'espace, de densité. Après, je pense que ça ne résout pas tout, hein, parce qu'une fois qu'on a fait une balade ou un footing, il y a besoin aussi d'installation pour le sport collectif. Mais pour le coup, ce n'est pas encore arrivé qu'on ait le sujet qui se présente. Mais je pense que c'est un sujet intéressant. Parce que là, on voit de plus en plus de petites collectivités développer justement des skateparks ou des pump tracks, même en pleine zone de campagne, c'est-à-dire de créer de l'artificialisation finalement dans un espace qui pourrait accueillir cette activité-là sans forcément qu'on vienne créer une infrastructure. Et, ils peuvent profiter de leur territoire où il y a plus d'espace, même du relief souvent, pour après, voilà, nous d'être créatifs pour identifier le potentiel d'un territoire. Quel sport, avec finalement peu de moyens, on peut, avec peu de transformation, on en fait une installation piste de pump track. Voilà, si on a le bon dénivelé, voilà, ça peut coûter cher comme pas cher en fonction du site. Donc je pense que voilà, c'est un sujet intéressant, mais on n'a pas eu l'occasion encore, plus sur les quartiers populaires, nous. Corbu avait aussi la particularité souvent d'être sur un habitat, de mettre une école et de créer du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as déjà travaillé sur des projets de dimension scolaire, et est-ce que la dimension du sport, elle est intégrée dans le bâtiment, enfin dans l'architecture scolaire? Puisque pendant longtemps, on crée une école, finalement, on ne crée pas forcément de dimension sportive, comme on a pu là. Enfin, je pense à l'unité d'habitation où on vient créer une piste d'athlétisme sur le toit. Voilà. Toi, tu essaies de t'inspirer de ça aussi, mais la question que je me pose, c'est sur l'architecture scolaire, quoi, par exemple. Complètement. À Rabat, je ne l'ai pas montré le projet, parce que mais à Rabat, je fais une école hôtelière, donc voilà, s'ils veulent former leur jeunesse, c'est un pays avec beaucoup de tourisme, donc il y a beaucoup d'opportunités dans le métier de l'hôtellerie. Et c'est vrai que donc on a de la chance, on est au bord d'un fleuve, il y a un grand site, et du coup j'ai fait parce qu'ils ont le champion, ils ont le recordman du monde du 400 mètres, et donc on a fait une piste de 400 mètres un peu parfaite dans le parc. Et puis on a proposé en fait c'est une zone inondable, donc on a des espaces cathédrales un peu sur pilotis en fait. Et du coup on a proposé tout un aménagement sportif inondable, mais on s'est dit c'est trop bête à partir du moment où on est protégé du vent et de la pluie. C'est des espaces où le sport peut être une pratique. Donc là, c'est intéressant. On se dit comment on peut faire un espace où quand le bourré grec, le fleuve va monter, va pas tout détruire, mais qu'il soit aussi au quotidien pour les étudiants une pratique sportive. Donc non, moi je pense qu'au contraire, c'est central. Mais après, malheureusement, souvent, l'école, c'est public, les commanditaires, et on arrive sur le concours et on n'a plus de marge de... Moi, j'ai pu m'exprimer parce que j'étais sur des concours, les Réinventer Paris, tout ça, où c'est du privé, où on avait une marge de liberté programmatique. Aujourd'hui, quand je suis retenu à un concours pour un groupe scolaire, je ne peux pas leur dire je vais mettre un gymnase, je perds direct, quoi. Là, j'ai perdu parce que j'ai réorganisé un peu les vestiaires, j'ai perdu et ils m'ont dit que c'est à cause de ça. Donc c'est encore... L'État, depuis les années 50, il a un programme pour généraliser les gymnases, notamment à travers les groupes scolaires, et donc c'est génial. Mais depuis les années 50, c'est la même chose. Le gymnase type B, le gymnase type C, on en parlait avec François-Emmanuel pendant l'expo. Et là, mon concours, ok, ils les ont entassés, mais c'est les mêmes types de gymnases. Ils ne sont pas du tout pratiques de danse, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a besoin, d'un point de vue gouvernemental, aussi à se re-questionner sur... Il y a besoin de ces gymnases, mais aussi les pratiques de sport, elles peuvent être un peu plus hybrides. Il faut que le public soit capable de les porter, quoi. Donc ça, mais c'est... Voilà. Après, il y a aussi le poids des fédérations, qui souvent seront sur du sport compétition, et pas forcément sur du sport loisir. Ça, on en parle aussi dans l'expo. Ouais. Voilà. Et puis, dernière question... ce qui m'interpelle aussi, aujourd'hui, on dit que la population est vieillissante, et quand on voit un EHPAD, je trouve qu'il y a un vrai enjeu, par exemple, de se dire, est-ce que quand on construit, alors là, ça relève plus du privé, quand on construit un établissement pour personnes âgées, il n'y a jamais la dimension du sport qui est prise en compte. Alors ça, j'aurais pu le montrer, mais j'avais fait un programme de recherche avec le groupe Vinci où je faisais un EHPAD,
Et du coup, j'avais fait un bâtiment où c'était sur 3 niveaux. J'avais fait un escalier en pas d'âne, donc 4%, et où on avait tout un design actif, là, tu en parlais, pour dire, parce qu'à la limite, bon, mais c'est limite pour eux, parce qu'ils font peu de mouvements, ils sont souvent dans leur chambre, donc souvent ils descendent au restaurant, et typiquement, c'était la population parfaite pour réfléchir à ce petit effort de l'escalier. Donc on avait différents degrés de difficulté en fonction de la mobilité, avec toute une signalétique qui encourageait l'effort, avec la performance fournie. Et donc moi je pense que l'escalier, nous on est architectes, il y a souvent un escalier dans vos projets, il faut toujours le penser à travers cette notion du mouvement et en quoi il peut être bénéfique. Donc on peut se croiser et c'est un moment sportif. Et souvent, 95% des projets qui sont construits, c'est un noyau en béton maintenant à cause de la norme incendie. Il faut replonger là-dedans, il faut se rapproprier notre escalier. Et typiquement, nous, c'était le sujet par rapport à l'enjeu de la vieillesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et